Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vive tension au sein de l'Europe et en particulier entre la France et l'Italie. Est-ce que les Italiens n'ont pas raison, quelque part, de dénoncer l'arrogance, les insultes d'Emmanuel Macron, quand on sait que c'est eux qui sont les premiers confrontés à l'arrivée de migrants et qui se sentent bien seuls en Europe ? Je crois qu'ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison de s'exonérer des responsabilités qui sont les leurs. Ils n'ont pas raison à la fois de bénéficier de la solidarité européenne et puis d'oublier ce principe de solidarité quand ça les arrange. Ils n'ont pas raison non plus d'aller à l'encontre du droit international quand il y a des bateaux qui transportent des migrants en mer Méditerranée et qu'ils sont le port le plus proche et le plus sûr et qu'ils refusent de les faire accoster sur leur côte. Donc non, je pense qu'ils n'ont pas raison et je pense que la France est dans son rôle en rappelant justement les principes qui nous lient. Oui, mais la France, elle fait la leçon. Elle n'a pas accueilli l'Aquarius. Elle ne propose pas d'accueillir le nouveau bateau, le Lifeline. France, elle prend sa part, puisque même si l'Aquarius, par exemple, accoste à Valence, on sait très bien qu'un certain nombre de migrants seront ensuite accueillis et leurs dossiers seront instruits en France. Donc la France, elle prend sa part dans l'accueil des réfugiés et elle prend sa part aussi d'initiative dans ce qui est proposé justement sur un nouveau pacte d'immigration pour l'Union européenne. Oui, elle prend sa part. Elle devait normalement récupérer 20 000 migrants. Il y en a 5 000 seulement qui ont été accueillis. En tout cas, nous, on a une ligne qui est très claire, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir continuer à accueillir des réfugiés politiques. C'est le devoir de la France que de le faire et de l'Europe. On sait qu'on a un certain nombre de pays qui refusent d'accueillir tout réfugié, notamment au sein de l'Europe de l'Est. Et puis on a des inquiétudes en effet maintenant avec l'Italie en particulier. Et on est très ferme sur la question de l'immigration économique parce que ce serait incompréhensible sinon qu'on n'ait pas cette ligne de crête à tenir entre accueil des plus vulnérables et puis évidemment retour de ceux qui n'ont pas vocation à rester. Mais elle ne pourrait pas faire plus ? Elle ne peut pas en accueillir plus ? Elle a prévu d'en accueillir 20 000. C'est un effort qui est important et qui est important d'autant plus dans un contexte de repli généralisé au sein de l'Union européenne où on voit que les différents États refusent les uns après les autres de prendre leur part dans l'accueil de migrants. Et là non plus, c'est pas possible. La Pologne, par exemple, c'est le premier bénéficiaire de la solidarité européenne, notamment en termes de soutien financier. Et la Pologne n'a pas voulu accueillir de réfugiés politiques. Absolument, la Pologne, mais également la Hongrie. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse comme ça continuer à refuser ou est-ce que finalement on finit par prendre des mesures pour les obliger à prendre leur part ? Eh bien, c'est ce que le président de la République a annoncé en disant qu'à un moment, la solidarité européenne, et notamment financière, doit aussi pouvoir s'estimer au regard de la manière avec laquelle les différents pays européens se comportent. Donc, à un moment, on peut très bien imaginer que dans le prochain budget européen, si on a des États qui oublient de prendre leur part de cette solidarité, eh bien, le soutien financier qu'ils reçoivent de l'Union européenne doit pouvoir aussi y être conditionné. En attendant, l'Europe paraît impuissante. On va clairement vers un échec au prochain Conseil européen à la fin de la semaine. Mais il y a un risque clairement que l'Union européenne apparaisse non plus comme une solution, notamment sur la crise migratoire, mais vraiment comme malheureusement soit la démonstration, l'immigration soit la démonstration de l'incapacité de l'Union européenne à travailler ensemble. Et c'est ça aussi qui nous inquiète, nous en France, parce que finalement on devient une enclave résolument pro-européenne. Alors on a le soutien quand même d'Angela Merkel, du nouveau gouvernement espagnol notamment, mais il ne faudrait pas que la France soit cette enclave-là. Il faut vraiment qu'il y ait un réveil européen et pour ça, il faut aussi que l'Europe soit en capacité d'apporter des solutions. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de propositions qui ont été mises sur la table conjointement par l'Espagne et par la France. L'Europe, c'était une des grandes idées, l'un des grands projets, un point fort du programme d'Emmanuel Macron. On se souvient également de son discours de la Sorbonne, où il voulait refonder l'Europe. C'est un échec complet. Même sur l'euro, les Allemands ne suivent pas la France, ou très peu. Si, Angela Merkel a renouvelé son soutien, notamment sur le fait d'avoir un budget commun des différents États membres. Sans préciser quel serait le montant de ce budget. C'est une avancée quand même très importante, parce qu'en plus, Angela Merkel sort d'élections qui ont pu la fragiliser, et elle a néanmoins, elle, en tant que chef de gouvernement, réaffirmé son soutien à la France. On a vu les dernières élections en Espagne et le Premier ministre espagnol qui a fait son premier déplacement chef d'État à l'étranger
en France, alors que traditionnellement, il va plutôt au Maroc. Donc voilà, on voit quand même qu'on a un certain nombre de pays forts au sein de l'Union européenne qui sont en soutien, et on a une dérive populiste qui est très puissante. Le président parlait de lèpre populiste, mais c'est vrai. C'est fort de parler de lèpre populiste, c'est pas choquant quand même. Oui. Lèpre populiste, ça évoque le fascisme, hein, clairement. Bah oui, mais le parallèle peut se faire. Quand vous avez un certain nombre de pays d'Europe de l'Est qui progressivement tombent dans le populisme, que ce soit en Hongrie ou que ce soit en Pologne, quand vous avez aujourd'hui ce qui se passe en Italie, où vous avez quand même un premier ministre et surtout un ministre de l'Intérieur qui est clairement d'extrême droite, vous pouvez légitimement vous interroger sur le risque de contagion que ça pourrait avoir. Et les Français ont refusé, lors de l'élection présidentielle, justement ce risque populiste-là, et j'espère qu'ils continueront à le faire. Et pour que ce soit possible, il faut qu'ils voient dans l'Union européenne aussi un avantage et non pas un inconvénient ou une incapacité à décider. Mais tout ça, est-ce que c'est pas un peu de l'incantation? Est-ce que l'Europe n'est pas clairement en train d'exploser sous nos yeux? Non, et c'est aussi notre responsabilité citoyenne de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. On a des élections européennes qui auront lieu dans un an, en juin 2019, et qui seront aussi l'occasion de dire concrètement ce qu'on veut pour l'Union européenne. Et il ne faut pas laisser la volonté de réforme et de changement au sein de l'Union européenne aux seuls eurosceptiques. Parce qu'on l'a vu dans la dernière présidentielle, le seul candidat qui était résolument pro-européen, c'était Emmanuel Macron. Tous les autres s'en affranchissaient ou avaient une forme d'euroscepticisme de la gauche à la droite et évidemment aux extrêmes. Donc nous, on avait une ligne très claire et c'est cette ligne-là aussi qui a été choisie par les Français. Et moi, j'espère que ce sera à nouveau le cas lors des européennes. La Turquie, victoire revendiquée de Recep Tayyip Erdogan, 53%, 55% législative, malgré les dérives autoritaires. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant parce que ça fait 15 ans aujourd'hui qu'il est au pouvoir, parce qu'il y a un an, il a fait voter par référendum une modification aussi de l'organisation des pouvoirs en Turquie qui fait qu'il concentre l'ensemble du pouvoir exécutif, puisqu'il a supprimé la fonction Premier ministre. Donc il y a une inquiétude importante sur les libertés, sur la question de la laïcité. La Turquie a été l'un des inventeurs de la laïcité et on le voit aujourd'hui, il y a une emprise religieuse qui est de plus en plus forte. On en voit d'ailleurs, on l'a vu récemment, des ramifications en France, quand un grand média, Le Point notamment, avait fait un travail d'enquête sur justement la Turquie, où on a pu voir des manifestations en France, des journaux arrachés. Donc oui, c'est quelque chose d'inquiétant. On revient en France avec une rechute d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe dans les sondages. Si l'on en croit le sondage IFOP-JDD, eh bien, ils battent tous les deux leur record d'impopularité. 58% pour Macron, 54% pour Édouard Philippe, de non satisfaits. Comment vous l'interprétez ? Moi, je l'interprète toujours sur la volonté des Français qu'on aille vite. C'est ce qu'on fait. Et puis surtout qu'à un moment, ce qu'on fait justement soit perceptible dans leur quotidien. Il y a des choses qui ont été perceptibles immédiatement. Quand vous dédoublez les classes, par exemple, en CP, vous voyez immédiatement le bénéfice que ça procure aux enfants qui, dès Noël, savaient lire et compter, par exemple. Donc ça, vous voyez tout de suite que ça peut réduire les inégalités. Réformes, justement, ils chutent dans les sondages. Il y a un problème. Mais non, ça veut dire qu'il faut qu'on continue. Moi, je pense qu'il y a deux solutions quand vous avez ce type de sondage. Soit vous vous dites, OK,